Ces dernières années, les musées ne présentent plus seulement des tableaux ou des collections d'objets dans leurs salles. Réalité virtuelle, films éducatifs ou tablettes interactives, tous ces dispositifs numériques se sont fait une place petit à petit dans les salles ces dernières années et ont transformé notre expérience de visite du musée. J'ai voulu en savoir plus en posant quelques questions à Christian Sermet, le responsable des expositions au Musée des Confluences de Lyon. Alors, je m'appelle Christian Sermet, je suis responsable du service des expositions au Musée des Confluences depuis 2016. Mon équipe a en charge l'écriture, la production et le suivi de réalisation des projets d'exposition qu'on présente au Musée des Confluences, celles qu'on fait itinérer et nous hors les murs. Le Musée des Confluences a ouvert fin 2014 et j'ai voulu savoir depuis quand les dispositifs numériques avaient fait leur apparition dans les salles. Je dirais dès l'ouverture et même avant, parce que ce sont des questions qu'on se pose depuis le début du projet. On a commencé à travailler sur le projet en septembre 1999, vous voyez, donc c'était pas hier. Et dès le départ, on s'est posé la question des outils qui étaient à notre disposition pour pouvoir le mieux possible permettre au public d'être à la fois aidé dans sa compréhension des sujets qu'on exposait, mais aussi, on va dire, d'agrémenter ce moment. Tout ceci m'a amené à me demander quelle place est accordée au numérique aujourd'hui dans les expositions du Musée des Confluences. La principale activité d'un musée, c'est conserver et médiatiser auprès du public ses collections et les connaissances qui y sont associées. Donc, les moyens technologiques qu'on a pu mettre en œuvre et faire évoluer depuis qu'on travaille sur ce projet, depuis l'ouverture jusqu'à aujourd'hui, il faut bien avoir en tête qu'elles sont au service d'un discours qui est conçu au préalable et que ce discours intègre la collection puisque c'est la collection qui l'illustre. Les moyens technologiques sont donc des moyens complémentaires pour atteindre notre objectif, c'est-à-dire faire découvrir au public et qu'il entre en relation avec des œuvres. Ces technologies doivent accompagner le visiteur dans sa compréhension. Donc la technologie n'est pas une fin en soi. Nous ne choisissons pas la technologie pour la technologie. Nous la choisissons parce qu'elle sert le discours. Maintenant que ce fait est bien établi, j'ai cherché à savoir quelles technologies ont été utilisées par le musée au fil des ans, en complément donc des objets qui sont présentés dans leurs expositions. En fait, je dirais qu'on a quasiment tout essayé ou tout testé. Nous l'avons fait, mais on va dire surtout avec de l'audiovisuel, dans des mises en ambiance. Actuellement, nous archivons nos expositions dans des captations 360 degrés où vous pouvez, à partir d'un écran d'ordinateur, vivre l'exposition comme si vous la visitiez. Après, il y a tout le panel qui est autour de l'audiovisuel. Alors là, en audiovisuel, on peut tout faire. On peut faire de la projection, comme dans notre prochaine exposition qui va ouvrir au mois d'octobre, qui explore le rêve. Et puis ça va jusqu'au petit écran qui va être là pour le coup plus didactique. Au-delà de cette mise en ambiance et de ces écrans à regarder, j'ai voulu savoir si les dispositifs interactifs impliquant davantage les visiteurs et visiteuses avaient aussi leur place dans les expositions. L'action, si elle sert le propos, on va choisir de la proposer. Et c'est ce qu'on appelle un interactif. C'est-à-dire que là, le public va interagir avec un système, avec un contenu, mais si on le fait, c'est parce que ça a du sens et que pour lui, ça lui permet de mieux comprendre les choses. Mais pour moi, l'interactivité, elle n'est pas forcément liée à la technologie, encore une fois. Si vous venez au Musée des Confluences, par exemple, vous allez pouvoir toucher une météorite qui est plus vieille que la Terre sur laquelle nous marchons tous. Et pour nous, ça a plus de sens et c'est plus fort, on pense, dans l'émotion que ça suscitera au public parce que c'est un vrai objet qu'on touche, plutôt que de faire une reconstitution virtuelle qui montrerait la météorite tombant sur Terre.
Ce qui est intéressant, c'est que Christian Sermet m'a montré qu'il est possible, grâce au numérique, de conserver ce qu'il appelle le patrimoine immatériel. Depuis que l'audiovisuel existe, on peut offrir au public tout ce qui est de l'ordre de l'immatériel, qui n'est pas conservé historiquement dans nos collections, parce que historiquement on conserve des objets, qu'ils soient produits par l'humain ou produits par la nature. Mais depuis que l'audiovisuel existe, on fait des captations d'images, on fait des captations de sons, de chants, de musique, etc. Tout ce patrimoine est conservé et stocké. Et grâce aux moyens de diffusion, on peut le faire partager au public. En fait, pour le responsable des expositions, le numérique a permis d'offrir plus de variété aux visiteurs, aux visiteuses des expositions. Je dirais que pour nous, ça nous a apporté des outils supplémentaires. Ça nous a permis de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire sans. Donc ça, c'est très bien. Donc ça offre, ça élargit l'offre que nous proposons au public. Mais qu'est-ce que ça apporte de plus au public? C'est forcément plus de diversité dans ce qu'on lui propose, ça c'est sûr. Je dirais que pour les publics empêchés, ça leur offre la possibilité de vivre une exposition comme le font les valides. Sachant qu'un public assez varié visite les expositions, le numérique semble être un moyen intéressant de répondre aux différentes attentes des visiteurs et des visiteuses. Le musée des Confluences, la volonté du département du Rhône qui en a eu l'idée et la charge, c'était comment est-ce qu'on fait venir au musée un public qui n'y vient pas. Et si vous vous posez cette question, forcément, vous mettez à profit tous les outils dont vous disposez. Il faut que ce public qui n'a pas l'habitude vienne au musée, mais il faut que ceux qui ont l'habitude de venir au musée continuent à y venir. C'est-à-dire qu'il faut répondre aux besoins de cette diversité de public. Et donc, quand on se pose cette question-là, on utilise tous les outils qu'on a à notre disposition, mais c'est surtout pour que le public vienne et ait envie de revenir, il faut qu'il passe un bon moment en fait. Et passer un bon moment, c'est du plaisir. Et donc, cette notion de plaisir, elle a été au cœur même de notre démarche et elle continue à l'être. Venir au musée, c'est pas un moment barbant. On va adapter en fait les outils justement par rapport à nos objectifs et à notre cible. Mais alors, avec le recul, est-ce que cette approche capitalisante sur le numérique pour faire venir des personnes visitant pas ou peu les musées a fait ses preuves? Eh bien, écoutez, je me rappelle des chiffres au départ, à l'ouverture. On avait parmi nos publics à peu près un tiers de public qui disait ne pas avoir visité de musée. Et on retrouve des chiffres similaires sur des expositions, par exemple, comme À nos amours. C'est pas des publics de musée, en fait. Et ça, c'est notre fierté, en fait. C'est d'avoir réussi sur ce projet à faire venir au musée des publics qui disent d'eux-mêmes, moi, j'ai pas visité de musée depuis des années et c'est pas ma pratique, mais je viens à Confluence. Pour aller plus loin en termes d'expérience de visite, j'ai voulu savoir si le numérique pouvait jouer un rôle différent, notamment en termes d'inclusivité pour les personnes porteuses d'un handicap. Par exemple, là, dans l'exposition En forêt qu'on a fait avec Vincent Minier, on a travaillé avec lui, avec ses équipes, avec une fondation, pour permettre à un public malvoyant ou non-voyant d'avoir une audiodescription de chaque photographie et aussi un accès aux audiovisuels audio décrits à partir de leur smartphone et avec un système qui permet progressivement dans l'expo de pouvoir avoir accès à ce contenu spécifique. Et on invite aussi le public voyant de pouvoir également en bénéficier. Il semblerait finalement que quand un musée décide d'utiliser le numérique dans ses salles d'exposition, tout soit une affaire de dosage. On est un musée. Un musée, c'est de la collection. Donc les outils dont on dispose, le numérique en fait partie, mais il n'y a pas que lui. Et si on l'utilise, c'est parce qu'il répond à une question qu'on s'est posée, à un objectif public, et on le choisit à cause de ça. Imaginons, par exemple, qu'il n'y ait plus de collection dans nos salles d'expo et que les expositions se limitent à un spectacle numérique. Je vous répondrai, nous ne sommes plus un musée,
Nous sommes des salles de spectacle. Donc, vous voyez où se trouve la limite. La collection et le musée peut se dissoudre dans l'excès d'usage de numérique. Donc, c'est une question d'équilibre. Et dans un monde qui est de plus en plus immatériel, nous avons intérêt, musée, à ancrer le public dans la réalité de ce qu'est un musée, la conservation et la médiation de la collection. J'ai eu envie de savoir quel est le regard que porte Christian Sermet sur les pratiques des visiteurs et visiteuses qui souvent se prennent en photo avec les œuvres au musée ou publient une vidéo de leur passage dans les expositions. Est-ce qu'au musée des Confluences, c'est encouragé ? Si vous êtes en train de visiter l'expo uniquement en faisant des selfies pour montrer sur les réseaux sociaux que finalement vous êtes allé au musée des Confluences mais sans vraiment regarder ce qu'il y a autour de vous, la limite elle est là en fait. Moi je préfère un public finalement qui laisse son téléphone dans sa poche et qui va le sortir pour prendre telle ou telle photo pour avoir un souvenir. Le temps va s'arrêter un moment pour rencontrer des collections, pour rencontrer d'autres époques, pour rencontrer d'autres visiteurs aussi. On est un peu omnibulé par ça, on est un peu emprisonné dans un flux continu de pseudo-informations, dans un flux continu d'opinions à donner, et que le musée, il permet un peu cet arrêt du temps, et de prendre du temps et de prendre du plaisir pour mieux comprendre. Mais au fait, maintenant que j'y pense, le fait d'inclure des dispositifs numériques dans les expositions, ça doit avoir un coût. Et puis les écrans, on sait que ça consomme. Et Christian Sermet m'a conforté dans cette idée. Si on fait ce choix-là, c'est que c'est un choix à raison, c'est que c'est le meilleur moyen pour faire passer le message qu'on veut faire passer. Après, ça a un coût. Ça a un coût financier, donc c'est un équilibre à trouver sur le projet. Et puis, il faut pas oublier, ça a un coût énergétique aussi, parce que tous ces outils numériques, ils consomment de l'énergie, et ils consomment du carbone, et que c'est aussi des questions à prendre en compte aujourd'hui dans les musées. C'est-à-dire le développement durable et la décarbonation de nos activités aussi. Donc c'est de nouvelles questions, mais aussi à prendre en considération. Ça fait partie de l'équation. Pour conclure cet échange, j'ai demandé à Christian Sermet de se projeter dans l'avenir en lui demandant de me décrire à quoi ressemblera le musée du futur. J'espère qu'il est toujours là, déjà. J'espère que le musée ne va pas devenir une salle de spectacle. Il va continuer à montrer des collections et des collections nouvelles. Ça veut dire que les musées continueront à acquérir des collections. Et ça veut dire que le patrimoine matériel va continuer de se constituer. On va continuer à créer des objets, que le monde ne va pas devenir que immatérialité comme l'avait imaginé Isaac Asimov. Le musée du futur, comment je l'imagine ? Je pense qu'il sera peut-être entre guillemets plus inclusif, c'est-à-dire qu'on travaillera de plus en plus avec les autres. Quand on fait des expositions sur telle ou telle culture, maintenant, il est impossible de les faire uniquement de notre point de vue. Pour en savoir plus sur l'adoption des dispositifs numériques dans les musées, retrouvez l'article dédié sur notre média Les Innovateurs. Et pour en savoir plus sur l'impact du numérique sur notre société, abonnez-vous à cette chaîne. À bientôt pour plus d'informations.